Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Robert Dambaud, le président de Grant Thornton France, cabinet d'audit et de conseil qui vient de racheter l'agence de diagnostic RSE Primum Non Nocere. Ensemble, ils développent le label THQSE pour très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur l'électroménager plus durable. On va notamment découvrir les casseroles Christelle et les solutions développées avec la start-up Anaké pour récupérer la chaleur fatale dans son processus de production. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble KaoCab. C'est une application pour récupérer et recycler les déchets métalliques. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Robert Dambaud, bienvenue. Vous êtes donc le président de Grant Thornton France, cabinet d'audit et de conseil. Vous le présentez comme un cabinet de nouvelle génération, ça veut dire quoi ? Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une terminologie en fait qui est utilisée chez nous depuis 3 ans, c'est-à-dire date à laquelle j'ai pris mon mandat de président, j'étais directeur général auparavant. Et nouvelle génération, c'est à la fois un message aux nouvelles générations, qui sont celles qui intègrent nos cabinets. Dans nos cabinets, on a régulièrement des flots entrants de nouvelles générations, de nouveaux diplômés. Et ces jeunes, vous le savez comme moi, ont une vue de la société et des enjeux bien différents, dans tous les cas, de ceux de ma génération. Et cabinet nouvelle génération, c'est un cabinet qu'on construit pour eux. C'est à la fois pour cette nouvelle génération, et à la fois c'est une nouvelle génération de cabinet dans son essence même. Parce qu'on considère, si vous voulez, à partir de là, on considère que quand on regarde, quand on fait une introspection, on considère que nos organisations et la manière de produire dans nos cabinets sont d'une autre époque, sont d'un autre siècle, le précédent. Et on doit se régénérer. Donc c'est une nouvelle génération de cabinets, c'est pour ça qu'on utilise cette terminologie. Oui, on y reviendra notamment sur l'organisation. Quelques chiffres concernant Grant Thornton, 2000 collaborateurs, 210 millions de chiffres d'affaires en France, et c'est un réseau évidemment mondial de 62 000 collaborateurs dans 130 pays. Si on parle ici dans cette émission tous les jours de transition environnementale, de transition sociétale, pourquoi les cabinets de conseil et d'audit, c'est vos deux métiers, peuvent, d'après vous, jouer un rôle majeur dans cette transformation ? Alors, le rôle est majeur parce que l'impact est fort. Je voulais juste revenir sur les chiffres que vous avez cités, comment ils datent un peu tous les jours, ils sont déjà dépassés. Bon. Mais donc c'est quoi alors aujourd'hui, si vous voulez, on va clôturer notre exercice au 30 septembre avec à peu près 227 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 2400, et au niveau mondial, on est à 67 000. Bon, c'est bien, c'est bon signe. C'est très bon signe. Voilà. Alors pourquoi les cabinets sont embarqués dans cette affaire et sont comment dire, puissants, puissants leviers. C'est un levier de changement, oui. Et oui, parce que on est au cœur des textes déjà, qu'on suit depuis longtemps. Il y a sur la partie information non financière, vous le savez, des textes qui sont en évolution et on arrive après une période de gestation. Cette fois-ci, ça y est, les textes sont écrits, ils doivent être adoptés très rapidement dans les législations des États européens. Ça va toucher toutes les entreprises. Les entreprises qui vont démarrer avec 40 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2025 vont devoir produire toute une information extra-financière très importante. Bref, donc il faut préparer toutes ces entreprises. Et pourquoi les cabinets sont un levier extrêmement important ? Parce que justement, nous sommes des conseils. Alors, les conseils, en même temps les auditeurs des entreprises, et en même temps aussi les auditeurs. Et ces données extra-financières, il va falloir mettre toutes les entreprises en situation de pouvoir les produire. Donc ça va être tout le conseil d'accompagnement auprès de ces entreprises. Et puis, on peut être appelé aussi à les auditer pour les attester. Et cette fois-ci, on n'accompagne plus, mais on atteste les informations produites. Et cette fois-ci, c'est la casquette de l'auditeur. Donc vous voyez, sur nos deux métiers qui sont l'audit et le conseil, on va être embarqué dans cette affaire. Et parce qu'on a dans nos portefeuilles tous les cabinets, toutes les entreprises de France, et que toutes les entreprises de France doivent produire et donc doivent bien évidemment se transformer, on va être des acteurs de transformation extrêmement puissants. Je dirais, il n'y a pas plus fort levier pour passer à l'action que de passer par les cabinets qui vont devoir conduire toutes ces transformations chez leurs clients. Alors, vous avez racheté Primum Non Nocere. Son directeur général, Olivier Thomas, devient associé au sein de Grant Thornton France. Pourquoi ce rachat ? C'est quoi la stratégie derrière ? La stratégie, justement, c'est d'être en mesure de pouvoir accompagner tous nos clients sur leur transformation RSE.
On avait déjà une équipe de 20 consultants, et avec ce rapprochement, je préfère passer de parler de rapprochement, même si c'est une acquisition, parce qu'on se rapproche pour vraiment diffuser chez nous la culture de Primum non nocere, et en même temps apporter à Primum non nocere justement tout ce levier très important qu'ils vont pouvoir utiliser à travers toutes les géographies, puisqu'on est sur le territoire national, et toutes les géographies de Grande Thornton, en impactant directement tous nos clients. À partir de cette acquisition, si vous voulez, ce rapprochement pour nous, c'est vraiment le moyen d'accompagner nos clients avec des consultants, une quarantaine de personnes qui viennent renforcer nos équipes de 20, donc c'est 60. Et ça grossit tous les jours. Quand on a commencé à discuter avec Primum non nocere, ils étaient 35, et à la fin de nos négociations, ils étaient 40. Donc c'est pour vous dire à quelle vitesse ça peut aller, c'était en quelques mois. Et on a un très très gros projet avec eux dans cette proposition. Parce que moi je considère qu'on est au tout début embryonnaire de ce que va être la RSE, si vous voulez. Et l'accompagnement, on voit déjà des champs de mission très importants se dessiner, mais ça va être beaucoup plus large quand on voit tout ce que ça peut embarquer de fondamental pour la vie sur cette planète, quoi de plus important, si vous voulez. Et donc on n'est qu'au début de cette prise de conscience qui est très forte, mais qui s'est grandement accélérée. Et donc je considère que bientôt, je ne serais pas surpris de voir cette activité chez nous devenir majeure, voire peut-être une des toutes premières. Ouais. Vous allez notamment développer ensemble ce label, la très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. De quoi s'agit-il ? Il est développé. Oui, il existe, mais il va falloir lui donner de l'ampleur. Voilà, et c'est un label qui est déjà reconnu par des acteurs de terrain très, très sérieux comme Socotec, donc on ne présente plus, puisque Socotec vient vérifier que les entreprises que nous avons préparées à une transformation RSE vérifient un certain niveau, suffisamment haut niveau de compliance pour pouvoir attester qu'elles sont compliantes avec différents critères RSE, et pour pouvoir délivrer un label qui va être bronze, argent ou gold, selon qu'on est à 70% de satisfaction des différents critères, 80 ou 90%. Donc ce label a été développé par Primum non nocere, c'est un sujet, et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous intéressait beaucoup, à partir d'un outil qu'ils ont développé eux-mêmes, qui permet à partir d'un diagnostic, prévoir le plan de transformation d'une entreprise, pour l'amener justement à transformer à un niveau de satisfaction des critères RSE suffisamment important pour qu'il puisse être ensuite audité par Socotec, qui va délivrer, si vous voulez, ce label. Donc oui, ce label est extrêmement important, et on compte bien justement s'en servir pour conduire l'action de manière mesurable sur l'ensemble de la clientèle Grande Thornton au niveau français. Donc on va leverager tout ça sur toute la couverture économique et géographique que sont les clients de Grande Thornton. Je lisais en préparant l'émission que vous parlez de santé environnementale. Oui. C'est quoi pour vous la santé environnementale ? Alors justement, c'est quelque chose qui est propre à Primum non nocere, qui est distinctif de Primum non nocere sur le marché, en ce sens que leur approche, si vous voulez, de la transformation, bien sûr, doit conduire les entreprises à être plus respectueuses dans leur pratique, dans leur organisation, dans leur production de critères de durabilité, etc. Mais plutôt que de les exprimer directement en fonction on va protéger le climat, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, on va travailler sur l'eau, etc. Tout ça est traduit en impact santé. C'est-à-dire, là où avant on disait, la production dans une entreprise a tel méfait, produit du CO2, gaz à effet de serre, impact sur l'eau, ça donne, etc. Ça fait des déchets qu'on va recycler. Donc déjà tout ça, ça nous parlait, si vous voulez, et on se disait, si l'eau est polluée, etc., s'il y a un réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Donc tout ça, ça nous alertait beaucoup, et ça a contribué beaucoup à la prise de conscience. Mais on va plus loin, si vous voulez, avec Primum non nocere, pour que ça parle encore davantage aux gens, parce qu'à la fin des fins, il s'agit de l'homme, avec un grand H, et on va plus loin et on traduit justement tous les méfaits sur réchauffement climatique, les effluents qui sont dans l'eau. C'est quoi l'impact sur la santé des hommes ? Et quand on vous dit, si vous devez réduire votre vitesse sur le périphérique dans telle ville, 130 à 110, parce que vous allez moins dégager de CO2,
au-delà de la sécurité que ça va générer autoroutière, sur la route. Mais si en plus on vous dit vous allez réduire de 30% les risques d'AVC ou risques cardiovasculaires de la population, ouais, ça parle beaucoup plus fort et ça vous incite du coup à lever le pied sérieusement parce que vous mesurez ça, vous mesurez l'impact de votre action non seulement sur l'environnement, mais sur l'homme, sur la santé de l'homme. Et nous, ça nous intéresse bien sûr d'une manière générale parce que véhiculer, parler de tous ces sujets-là avec un message qui a trait à la santé humaine, bon, c'est beaucoup plus fort, ça parle beaucoup plus, mais en même temps, ça permet de montrer qu'on s'occupe finalement d'un sujet qui est devenu très très fort, notamment dans l'ère post-Covid, à savoir la santé des personnes, puisqu'on s'est beaucoup penché sur... Tout le monde s'est tourné vers la santé humaine pendant le Covid, ce qu'on appelle ça chez nous le people care. Et le people care, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se déploie dans toutes les entreprises. Et on pense, avec cette approche, si vous voulez, cette présentation de la RSE, être beaucoup plus pertinent dans la manière de parler au marché. Merci beaucoup, merci Robert Dambaud, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Ça vous tente de cuisiner avec une casserole éco-responsable ? Le débat de Smart Impact avec Emmanuel Brugger, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur de Christelle. Thibaut Cartini, bonjour, bienvenue. Bonjour. Directeur général de Danone. On va commencer tout simplement par présenter vos entreprises respectives. Christelle, on parle de casseroles fabriquées en France, dans le Doubs. C'est ça ? Absolument, dans le Nord-Franche-Comté, à Fèche-le-Châtel, une entreprise d'une centaine de personnes qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est très engagée dans tout ce qui concerne l'environnement et la RSE au sens large. Nous sommes entreprise à mission, entre autres, et avec pas mal d'autres engagements. Ouais. L'entreprise, elle existe depuis quand ? Et puis peut-être depuis quand on fait des casseroles ou on est dans ces métiers dans cette région ? Alors, le site sur lequel nous sommes actuellement date de 1826. 1826. Il a été créé en 1826 et la première casserole emboutie est née à Fèche-le-Châtel dans nos ateliers. L'entreprise, donc c'était Japy à l'époque, et l'entreprise a connu des déboires à la fin des années 80, fin des années 70, début des années 80, et donc a été repris au début des années 80 par un couple, Paul et Bernadette Dodane, qui a complètement changé l'orientation stratégique des produits pour partir sur des produits haut de gamme à plus forte valeur ajoutée, avec un concept à poignée amovible qui a fait le succès de l'entreprise, et avec une rigueur dans la gestion, ça a permis de redynamiser complètement le site de fabrication historique qui aujourd'hui est florissant et accueille 100 personnes. Oui, on parle notamment de cook and serve, c'est-à-dire cuisiner et servir dans la même casserole. Alors, Ananke, c'est une start-up. Tout à fait. Vous l'avez créé quand ? Elle a été créée en 2017. Créée en 2017, spécialisée dans la cogénération. Vous nous rappelez ce que c'est, la cogénération ? La cogénération, le principe, c'est de produire deux énergies en simultané, mais on est surtout spécialisé dans la valorisation de la chaleur fatale. Oui, la chaleur fatale, donc c'est la chaleur résiduelle, la chaleur perdue dans les processus industriels, c'est ça ? Malheureusement. Et ça représente quoi d'ailleurs ? Alors, il faut savoir ça dépend des détails d'entreprise, de l'industrie, etc. Mais... Rien qu'en France, c'est l'équivalent de la production de 6 réacteurs nucléaires, en fait, qui part en fumée aux petits oiseaux chaque année. Et voilà, vraiment, notre vocation à nous, c'est valoriser cette chaleur-là. Alors, on va évidemment parler de ce que vous faites ensemble, parce qu'il y a vraiment un projet assez pionnier entre Christelle et Ananke, mais peut-être ce que vous avez mis en place. Vous disiez entreprise à mission, engagement RSE depuis longtemps. C'est donc une volonté ancienne de réduire l'impact carbone, l'impact environnemental ? Ça fait 40 ans qu'on se pose cette question et qu'on essaie de réduire notre impact environnemental. Ça passe par la garantie à vie des produits, ça passe par le recyclage de tout ce que l'on peut recycler dans l'entreprise, par la réduction des déchets, par la réutilisation aussi de la chaleur des compresseurs pour chauffer les ateliers. Ça fait 20 ans qu'on le fait. Par le recyclage, le rechapage des produits anti-adhésifs, c'est-à-dire que quand une poêle, le revêtement d'une poêle est endommagé, on revalorise l'extérieur de la poêle, on ne fait que changer le revêtement anti-adhérent. La poêle est remise à neuf complètement, et pour le tiers du prix du produit neuf, on repart avec une poêle qui est comme neuve. Donc ça permet de valoriser tout ce qui a été prélevé à la planète, donc les ressources matières premières, mais aussi l'énergie qui a été nécessaire pour l'extraction, pour la transformation, et donc de revaloriser tout ça au travers
d'un service qui est aujourd'hui très très porteur, puisque à chaque fois qu'on vend une poêle, on explique aussi que cette poêle est rechappable. Ouais. Thibaut Cartini, c'était quoi le cahier des charges avec Christelle, le défi à relever en quelque sorte? Alors, le défi à relever, en fait, ils ont un four de traitement thermique pour s'occuper des casseroles. Ouais. Et en sortie de ce four, il reste encore 500 degrés en fait, qui part à l'atmosphère. Et tout l'intérêt, finalement, c'est de récupérer cette chaleur aux cheminées pour en faire de l'énergie utile. Voilà, pour le site. Ça va permettre du coup de consommer moins d'énergie en provenance de l'extérieur, et donc d'avoir une production plus décarbonée pour le site industriel, et également d'avoir un revenu supplémentaire potentiel grâce à la valorisation de cette chaleur. Donc nous concrètement, c'est un système qui permet de récupérer de la chaleur pour la valoriser sous forme d'air comprimé et de chaleur utile. Voilà, donc l'air comprimé, elle va venir directement sur le site industriel, sur le réseau d'air comprimé, et elle va permettre de soulager les compresseurs et faire des économies d'électricité pour le client. D'accord, donc cette chaleur, vous la transformez en air comprimé qui est réinjecté dans votre processus industriel. C'est ça l'idée. Ça représente quoi? Alors pardon, mais c'est quoi? C'est une structure? C'est avec une emprise au sol importante? Qu'est-ce que vous mettez en place pour tenir ce défi? Alors on cherche à faire un produit qui va être facilement installable sur les sites industriels, avec une taille standard. Donc c'est un container de 10 pieds. En fait, qu'on va pouvoir équiper en interne dans nos locaux, et qu'on vient ensuite, on prépare le site, et une fois que le site est bien préparé, avec toutes les interconnexions, on vient installer directement notre container qui contient tout le nécessaire, tout le moteur et tous les équipements pour pouvoir le raccorder chez le client facilement. Vous l'aviez déjà fait, ou c'est vraiment une phase pionnière, comme je le disais, avec Christelle? C'est une phase pionnière, parce que c'est le tout premier démonstrateur. On est ravis de pouvoir travailler avec Christelle, qui est un voisin, parce qu'on est assez proches. C'est une facilité. Géographiquement. Géographiquement, et donc c'est une facilité pour travailler, pour installer ce premier démonstrateur, pouvoir poursuivre les essais, puisque comme tout démonstrateur, mais il faut travailler dessus, il faut l'améliorer. Et donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui encore avec l'installation qui est faite chez Christelle. Qu'est-ce qui vous... c'est quoi la motivation? Je vois bien la cohérence par rapport à ce que vous avez décrit tout à l'heure, mais parce que là, vous prenez forcément un peu de risque quand on teste une nouvelle technologie. Absolument. En fait, on a installé en 2016 cette ligne de traitement de surface dont parlait Thibaut tout à l'heure. Et depuis 2016, on n'arrivait pas à se faire à l'idée qu'il y avait une grosse partie de la chaleur qui allait partir dans l'atmosphère. Donc on a cherché des solutions pour recycler cette énergie, cette chaleur fatale, et on n'a pas trouvé à l'époque au moment de l'installation. Et puis c'est par l'intermédiaire d'un article dans un journal local que j'ai lu ce que faisait Ananke. Et là, on a immédiatement pris contact avec eux, et puis on s'est retrouvé à la fois sur la technologie, sur ce qui nous intéressait, mais aussi sur les valeurs que l'on cherchait et que Ananke véhiculait sur tout l'engagement éco-responsable qui va derrière. Pourquoi cette démarche? Vous voulez montrer la voie à d'autres industriels éventuellement? Non, pour nous, c'est aussi logique de respecter l'environnement que de respirer. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se poser la question, on doit le faire. Et on doit aller le plus loin possible dans cette démarche-là. Donc la décision en comité exécutif, elle a été prise en moins de 2 minutes. Et ça fait 2 ans qu'on a pris cette décision-là. C'était pas au moment d'une crise énergétique particulière. Ça représente quoi en termes d'investissement, et qu'est-ce que ça peut rapporter à terme en retour sur investissement? Alors l'investissement originel, pour nous, il est de 100 000 euros moins des subventions qu'on a eues. Et je remercie encore l'ASP de nous avoir soutenus dans le cadre de la décarbonation, puisque ça nous a permis d'avoir un reste à charge de 60 000 euros. Et donc un retour sur investissement, là maintenant avec le coût de l'énergie, c'est de l'ordre de 6 ans. Donc ça s'est raccourci? Oui, ça s'est raccourci, absolument. À quel point ça s'est raccourci d'ailleurs, ce retour sur investissement avec la hausse des prix de l'énergie? C'était quoi? On était plutôt entre 8 et 10 ans. D'accord. Et là, on tombe à 6 ans. Mais sur certains sites industriels, on peut tomber sur des retours sur investissement de l'ordre de 2 à 3 ans pour ce type de technologie. Ça veut dire que, j'imagine, depuis quelques semaines, votre téléphone, c'est marrant, c'est ce que je disais avec un autre invité dans cette émission, il n'arrête pas de sonner. Il y a des sollicitations beaucoup plus importantes, forcément. Oui, tout à fait. On est de plus en plus contactés, à la fois pour les objectifs de réduction des émissions de carbone à terme, à horizon 2050, et également pour l'augmentation du coût du gaz et du coût de l'énergie en général, qui fait qu'aujourd'hui, ça devient indispensable d'installer une technologie de valorisation. Votre technologie, elle est potentiellement utilisable par à peu près toutes les industries?
Alors, toutes les industries qui ont des forts rejets thermiques. Oui. Pour notre technologie en propre, c'est la chaleur fatale au-dessus de 450 degrés. Mais aujourd'hui, on souhaite accompagner tous les clients qui ont des rejets au-dessus de 100 degrés. Et pour ça, on peut les accompagner à la fois sur l'étude de diagnostic. On a développé aussi un appareil qui permet de caractériser les rejets thermiques sur les sites industriels. Donc, c'est une valise de diagnostic qu'on a développée et qui est une première mondiale et qui permet donc de caractériser précisément les rejets thermiques. Et ensuite, on peut accompagner le client en lui recommandant la meilleure technologie disponible sur le marché jusqu'à la mise en service de cette technologie. Il y a d'autres leviers de récupération de la chaleur fatale. En quoi votre technologie elle est intéressante, elle est novatrice? Alors en fait, chaque technologie, ce qu'il faut comprendre, elle a son point fort, en fait, à son secteur le plus important. La technologie que nous avons développée en propre, elle est très intéressante avec un bon rendement pour les très hautes températures et plutôt les puissances inférieures au mégawatt. Mais après, il y a d'autres technologies qui vont être sur d'autres points de fonctionnement plus ou moins intéressants. Et donc c'est là que nous, on a notre valeur ajoutée, c'est de pouvoir recommander la meilleure technologie en fonction des rejets qu'on va retrouver sur le site du client. Christelle est devenue, vous l'avez évoqué, une entreprise à mission. Cet été, c'est un aboutissement ou alors c'est au contraire un nouveau chemin qui s'ouvre? Alors c'est entre les deux, c'est-à-dire que c'est le marqueur d'un engagement d'il y a 30 ans et en même temps c'est la suite, une étape dans le chemin que l'on continue à poursuivre, puisque notre chemin et notre volonté de nous améliorer sans cesse d'un point de vue environnemental mais du point de vue sociétal et social également est infini, j'ai envie de dire. Et donc à chaque fois qu'une nouvelle technologie sort, on regarde de près ce qu'elle peut nous apporter et en quoi est-ce qu'elle peut être vertueuse pour l'environnement, mais vertueuse en réalité, c'est-à-dire qu'il y a des technologies qui consomment énormément de ressources pour donner très peu de résultats. Et au final, pour l'environnement, le résultat n'est pas très bon. Donc c'est pour ça que des technologies comme celle d'Ananke, qu'on a étudiées de près, nous permettent d'avoir un vrai impact positif sur l'environnement. Le fait d'inscrire cette mission, cette raison d'être dans vos statuts avec un certain nombre d'objectifs qui sont liés à cette démarche, vous allez quoi, tous les ans vérifier que vous tenez vos objectifs? Comment ça va se passer? Absolument. Le comité de mission que l'on a nommé veille à ça, et puis l'organisme tiers indépendant vient faire son audit, son audit annuel ou biannuel, suivant les situations. Ouais. Et dans notre cas, la volonté d'inscrire une mission et une raison d'être dans nos statuts, c'était aussi pour pérenniser ces valeurs pour les générations à venir. Nous sommes aussi une entreprise familiale, et dans ces conditions-là, on voulait s'assurer que les valeurs qui portent l'entreprise aujourd'hui soient reprises pour les générations qui viennent. On a déjà 3 générations dans l'entreprise, donc on n'a pas trop de soucis de ce point de vue-là, on est tranquille, mais encore fallait-il le faire. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, entreprise fondée par Paul et Bernadette Dodane. Bernadette Dodane qui raconte l'histoire de l'entreprise La Force d'y croire, l'aventure Christelle, publiée aux éditions Jet d'encre. Merci à tous les deux d'être venus présenter cette association qui était passionnante. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Merci encore. Merci. Smart Ideas, donc avec Xavier Champenois, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes associé gérant de Kaukab, créé par Raïs Al-Shorbaji, qui était un réfugié syrien. Pourquoi il a créé cette entreprise? Racontez-nous. Alors, Raïs est arrivé à Paris, c'est un réfugié politique syrien. Il s'est débrouillé comme il a pu, on connaît ses histoires, il s'est débrouillé comme il a pu pour arriver en Europe, puis à Paris. Quand il est arrivé, il n'avait pas de moyens. C'est un homme éduqué qui a un certain bon sens. Et donc, il a commencé par... il s'est retrouvé en banlieue. Il a vu qu'il y avait des gens qui ramassaient de l'électroménager, du métal, etc. Il s'est dit qu'il pouvait peut-être gagner de l'argent comme ça. En général, donc, c'était des populations à la marge. Ça l'a amené à travailler chez un gros acheteur de métal que je ne citerai pas, mais qui l'a employé pendant 2-3 mois. Il réceptionnait les apporteurs de métal, et il a vu qu'il y avait
la plupart des gens qui apportaient le métal étaient des populations en difficulté. Donc il s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'en fait, il voyait bien que ces gens-là étaient mal payés, il voyait bien que ces gens-là étaient en général rejetés et qu'on les acceptait au dernier moment de l'ouverture des chantiers de ferraille. Donc il a décidé au bout de 2-3 ans de monter lui-même sa propre entreprise qui était basée, l'idée de départ c'était simple, c'était de monter une application où quand un particulier, une école, une petite entreprise veut se débarrasser de rebuts déchets de ferraille, porte ce déchet sur l'appli. Les collecteurs de ferraille, de leur côté, ont l'appli sur leur smartphone, vont chercher la ferraille, enfin je le fais rapidement, oui. Et la porte directement au chantier de ferraille. Ça met, si vous voulez, ça met directement en relation un rebut de ferraille avec un collecteur de ferraille. Donc Kaukab, c'est donc cette application qui permet la mise en relation. C'est aussi un outil pour donner de la visibilité ou même un statut légal à ces ferrailleurs. Absolument. Notre travail à nous, il se trouve qu'il y a beaucoup de populations, en général dans la région parisienne, on les appelle les Roms, mais c'est des gens d'origine bulgare ou roumaine qui font ce métier depuis des décennies. C'est leurs ancêtres, c'était les chiffonniers, les biffins, qui connaissent très bien la ferraille et font ça depuis très longtemps, mais ils le font dans l'informalité. Et donc notre travail à nous, ça devient de plus en plus difficile évidemment de travailler dans l'informalité. Notre travail à nous, sachant que le recyclage a quand même le vent en poupe, c'est de les aider à rentrer dans les métiers du recyclage et à formaliser leur travail en leur donnant un statut d'auto-entrepreneur, ce qui prend un peu de temps, mais c'est notre but à terme, c'est qu'ils obtiennent des statuts d'auto-entrepreneur pour faire ce travail. Ça veut dire que il y a quoi? Je découvre ce secteur. Il y a un seuil de déchets métalliques à récupérer pour être rentable, pour devenir auto-entrepreneur en quelque sorte? Absolument. Nous, on estime qu'à peu près 25 tonnes par mois, on peut faire vivre une famille sur le déchet métallique. Or, ça paraît beaucoup, hein, oui. Si vous avez à transporter 1 tonne par jour, c'est beaucoup. Mais c'est des gens qui font ça depuis très longtemps, qui ont en général des voitures, des trafics, et qui transportent ce genre de quantité. Et 25 tonnes... Voilà, valorisé au prix de la ferraille. Alors, c'est pas que de la ferraille, il y a des métaux, il y a différents types de métaux. Ça permet à une famille de vivre correctement. Voilà. Ouais. Et alors, le modèle économique de Kaukab, c'est quoi? Kaukab, quand vous allez vendre de la ferraille sur un chantier de ferraille, il y a un prix aux professionnels et un prix aux particuliers. En gros, nous, on récupère la marge qu'il y a entre le prix particulier et le prix professionnel, parce que Kaukab est une entreprise professionnelle et ces gens-là, en général, récupèrent des prix particuliers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le modèle de l'auto-entrepreneur lui-même, nous, on l'aide à sourcer de la ferraille en amont, entre guillemets, et on lui fournit à peu près 30% de plus de tonnage de ferraille que ce qu'il ferait si lui-même travaillait tout seul et faisait les rues tout seul. Merci beaucoup, merci Xavier Champenois-Bonvent à Kaukab. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain sur Bismart et je voudrais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation, assistée aujourd'hui de Lily Zuskin, Elisa Bernardo, la réalisatrice, et Héloïse Merlin au son. Salut, merci.